Chaque année, on fait ce rapport sur le développement durable, tout simplement parce que c'est obligatoire. Et c'est obligatoire avant le rapport d'orientation budgétaire. Et cette année, nous innovons puisqu'on va réussir à faire un rapport sur l'année 2025 qui n'est pas terminé. Donc c'est dire si on a confiance dans l'avenir par rapport à la présentation qui vous sera faite. Alors je voudrais profiter un peu de l'occasion pour rappeler quand même que cette notion de développement durable qu'on a un peu perdu de vue, elle trouve son origine dans la personnalité d'une dame dont on a cité le nom dans le rapport, mais sans forcément trop expliquer qui elle était. Le rapport de Gro Harlem Brundtland. Alors Gro Harlem Brundtland, c'est une Norvégienne qui a été directrice mondiale de la santé et puis surtout qui a présidé la Commission mondiale de l'environnement et du développement entre 1983 et 1987. Elle a été première ministre de Norvège à trois reprises. Elle était travailliste et donc c'est elle qui a porté ce rapport qui porte son nom. C'est assez rare pour le signaler. On dit souvent le rapport Brundtland, là, Gro Harlem, c'est son prénom. Et donc, c'est cette Norvégienne qui est toujours en vie, qui a 86 ans, qui est à l'origine de ce concept qui a été ensuite confirmé en 1992 au sommet de la Terre à Rio, qui a officié la notion de développement durable. En tout cas, nous, on l'appelle développement durable et les anglo-saxons disent Sustainable Development. Sustainable, la logique, ça serait le développement soutenable. Mais ça n'a pas accroché et donc c'est devenu le développement durable. Et on l'a forcément assimilé aux préoccupations environnementales, alors qu'en fait, ce n'est pas tout à fait la logique de Madame Brundtland, qui considérait que c'était le déséquilibre entre le nord et le sud sur la planète qui créait les différenciations et les problématiques, notamment environnementales. Et c'est ce qui explique que le Sustainable Development s'appuie sur trois piliers, l'économie, l'écologie et le social. Voilà pourquoi, quand on fait un rapport sur le développement durable, en fait, on touche à tout, et pas simplement aux préoccupations environnementales. Voilà, je croyais utile de faire une petite introduction là-dessus. Je suis très heureux d'avoir servi à quelque chose, enfin. Et donc, on va se faire ce rapport. Alors, le rapport... Je vais essayer d'éviter d'être fastidieux et trop long, puisque tout au long de l'année, on le traite en morceaux. C'est du saucissonnage, et là, on rassemble la mortadelle en entier. Et j'en profite pour remercier nos administrations et nos vice-présidents qui portent chacun, dans les différentes délibérations tout au long de l'année, ce travail que nous faisons en faveur du développement durable. Donc on va faire le balayage, j'allais dire, du PowerPoint habituel. Je remercie notamment Cécile Mangarelli qui nous a géré ça avec son équipe. Et puis, lors de la commission environnement, dont je rappelle que ça a été étudié comme tel. Donc, la poursuite de la transition du modèle d'aménagement du territoire, l'exploitation du fort potentiel de ce développement avec la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, le développement de l'attractivité de l'ensemble du territoire, là aussi, toujours dans cette logique de développement durable, l'amélioration de la qualité de vie et la solidarité, l'implication des habitants et des acteurs du territoire. Alors, première slide, la transition énergétique et la rénovation. Voilà. Donc, je ne sais pas si tout le monde arrive à lire sur l'écran. Sinon, je balaye rapidement. Disons que c'est tout le dispositif qui favorise les changements d'habitat, la préservation de la déperdition énergétique, notamment la charte qualité habitat durable, production et réhabilitation des logements sociaux, l'arrêt du PCAET tel que nous l'avons fait avec des objectifs de consommation énergétique, le partenariat avec Atmosud, la sensibilisation énergétique, la poursuite du dispositif ByRénov tant que c'était faisable, et puis enfin la signature de la convention Pacte territorial. Tout ça, c'est un peu du charabia administratif, mais concrètement, c'est destiné à la rénovation de nos habitats et à avoir de bonnes habitudes dans la politique que nous avons de les soutenir.
Sur les déchets, là aussi, je ne poursuivrai pas plus que de raison parce qu'on en parle suffisamment. Je dirais que ce qui a marqué l'année, c'est surtout le développement massif du compostage collectif. 153 sites, c'est quand même important. Et individuel, on en est à 6228 composteurs. Ça, c'est quelque chose qui marche malgré les contraintes environnementales, parce que c'est pas si simple que ça de gérer le compost. On vous fauche l'appel qui est mis à disposition, donc il y en a qui répondent toujours à l'appel, mais pas à celui ou à celle qu'on aimerait avoir. Hein. Donc Univalom intervient, notre partenaire. Bon, les encombrants, les bornes aussi pour limiter les nuisances sonores, on a fait en sorte de mieux les déployer. Je rappellerai, Président, parce que vous aimez le dire, que la taxe des ordures ménagères reste la plus basse du département, à 8,55%, ce qui ne nous vaut de toute manière aucun remerciement, puisque personne ne s'en rend compte. Donc je suggère que l'année prochaine, on l'augmente, au moins on la remarquera. Hein, mais je plaisante quand je dis ça, bien sûr. Je plaisante. Hein, mais voilà, c'est toujours pareil. Il ne faut pas que ça augmente, mais quand ça ne monte pas et quand ça baisse, puisque ça a baissé sur ce mandat, eh ben, on n'en parle pas. Tout va bien. L'environnement, le cadre de vie, eh bien, c'est toutes les évaluations que l'on peut faire sur notre territoire. Le marché Scott et PDM avec la finalisation de la trame verte et bleue, le schéma territorial de restauration écologique, le STER, à l'échelle Cap Azur. Ça a été la grande initiative de cette année, de se préoccuper de la mer, de son littoral. En parallèle au sommet des océans, la CASA a fait ce travail de fond qui a été un peu médiatisé malgré tout, hein, avec nos voisins et amis de Cannes. Un espace de protection biotope nouveau, celui de l'Aspre de Redon du Terme Blanc, sur une commune que je connais un peu, Villeneuve-Loubet, c'est-à-dire 767 hectares, qui est une zone de protection, une des plus importantes, qui a été faite en arrêt de biotope. Des tournées de surveillance, bien sûr, dans le domaine de Natura 2000 sur nos sites. Donc une présence particulière. Sur l'eau, notre collègue maire de Biot sait de quoi il en retourne, n'est-ce pas? On l'a traité toute l'année. Le président s'y est particulièrement aussi impliqué. Donc je ne vous referai pas toute la litanie des opérations qui ont été faites, en rappelant simplement que la volonté politique est assez exemplaire dans ce département. Peut-être aurait-il pu mériter encore une meilleure attention que cela, parce que partout ailleurs, c'est plutôt une tendance à organiser la mise en place d'infrastructures sous couvert d'écologie ou d'éco-quartier. Je ne vois d'exemple qu'avec Mandelieu, qui fait ce travail de renaturation. Mais là, particulièrement, Biot, La Brague, Antibes, c'est quand même très impressionnant et des moyens mis en œuvre. Donc, félicitations à toutes celles et tous ceux qui s'y sont engagés dans tous les domaines. Et puis, pour le reste, on peut se féliciter de l'intercommunalité quand on voit l'entretien des vallons qui n'étaient pas forcément entretenus dans le passé, faute de moyens, faute aussi d'attention. Et donc, la présence des services de la CASA et du SMIAG en partenariat fait qu'aujourd'hui, quand il y a des intempéries comme hier, il y a moins d'incidences que dans le passé. Pourtant, Dieu sait si c'est tombé hier, par moment, et où on aurait pu avoir des dégâts vraiment très forts. Et finalement, ça ne s'est pas traduit par des conséquences plus importantes que cela. C'est le travail de fond qui est fait, et j'en porterai témoignage sur un secteur qu'on a fait ensemble, Président, la Nationale 7. J'ai souvenir, il y a 10 ans en particulier, mais même régulièrement, chaque fois qu'il pleuvait très fort sur la Nationale 7 à Villeneuve-Loubet, c'était fini. On ne pouvait plus circuler. Je rappelle que Bricomarché est resté fermé 3 mois la fois dernière, parking noyé. L'avenue des Morettes qui fait l'angle, devant la gare SNCF aussi. Hier, en plein déluge, j'étais fatalité dessous. J'ai pu circuler à 50 km/h sans aucun problème, et pourtant c'était un déluge. Aucune stagnation d'eau, rien. Le carrefour des Morettes vide. Pourquoi? Des bassins de rétention sous le nouveau boulevard Général de Gaulle,
des bassins de rétention sur les nouveaux immeubles du quartier, des réseaux d'aménagement d'eau pluviale et d'assainissement qu'on a inauguré ensemble, sur lequel la CASA a payé cher avec le département. Bien, Président, j'ai le plaisir de vous dire qu'au-delà de l'inauguration faite ensemble, hier, c'était parfait. Évidemment, ça ne fera aucun reportage puisqu'on pouvait circuler. Mais je profite de l'occasion de le dire parce que les investissements qui ont été faits trouvent leur concrétisation dans la sécurité de nos concitoyens, tout naturellement. La stratégie agricole, eh bien, nous sommes une communauté d'agglomération agricole, n'est-ce pas, cher Delmotte, notre collègue? L'acquisition de 3 hectares de terrain agricole en rive gauche de la Brague, en rive droite de la Brague, la mise en valeur agricole des terrains, 1,5 hectare, et puis des mesures concrètes qui soutiennent l'activité agricole et pastorale, toujours. Mais cette année encore davantage, avec l'acquisition, n'est-ce pas Thierry, du moulin d'Opio. Voilà un patrimoine, une friche industrielle, mais non, une friche agricole qui pouvait disparaître. Et l'intervention de la communauté d'agglomération, à l'initiative de son maire, eh bien, fait qu'aujourd'hui, c'est un projet collectif qui existe. On peut retourner faire porter ses olives au moulin d'Opio. Et je vous engage à le faire savoir autour de vous. Hein, et on redonne vie à une activité historique en la matière. Donc voilà, le projet d'alimentaire territorial également, hein, qui est important. Et puis 2 études d'opportunité de zones agricoles protégées, l'accompagnement lorsqu'il y a des tests de projets agricoles, par exemple sur les plantes aromatiques ou les champignonnaires, 7000 m² de terrain agricole mis à disposition d'agriculteurs. Alors souvent c'est les initiatives communales bien sûr, mais que nous reprenons à notre compte ou que nous soutenons. Je finirai sur le projet arboricole de 6500 m² en rive droite de la Brague qui est lancé sur la commune de Biot. J'insiste plus lourdement sur l'agricole parce que c'est toujours passé à l'ombre soit de Sophia Antipolis, soit des zones d'activité économique, mais il y a de nouveau, grâce à la CASA, une reprise et un accompagnement des initiatives individuelles ou collectives dans le domaine agricole. Ensuite, les déplacements et mobilités. Là aussi, je ne ferai pas l'injure à Thierry Osséli de revenir sur ces plates-bandes. On a suffisamment parlé toute l'année de l'achèvement, puis on va le redire encore d'ailleurs dans le rapport d'orientation budgétaire, sur ce que nous appelons le bus-tram improprement, mais parce que c'est plus pratique à prononcer, sur les aménagements de pistes cyclables avec le conseil départemental, et puis 107 prêts de vélos en longue durée, 119 aides pour l'acquisition d'un vélo, 900 membres de la communauté vélo, voilà des choses que l'on peut indiquer aussi, qui montrent que les modes de déplacement doux, ce n'est pas simplement une incantation, ça devient une réalité progressivement. Transport en commun, donc une politique tarifaire avantageuse, puisque le pass junior à 60 € par an, le pass senior gratuit et le ticket unitaire à 1,5 € évite le débat sans fin du transport gratuit, qui n'a rien de gratuit en fait, parce qu'il y a bien quelqu'un qui le paye, mais en tout cas qui permet de répondre à la demande de nos concitoyens. La démarche qualité, c'est dans tous les domaines. La qualité des services en vinette et en V-Bus, certifié ISO 9001. La labellisation tête, alors c'est pas un coup de tête, hein, c'est territoire engagé dans la transition écologique pour chaque direction. La lutte pour la sobriété énergétique, la réduction du nombre de déplacements domicile-travail, des marchés lancés à près de 100% classés environnement, le renforcement de la cohésion et du bien-être, notamment des ateliers, des conférences autour de la prévention des risques routiers, du cancer féminin ou masculin, des addictions, enfin bref, la mise à disposition de données de territoire en open data avec des bornes de recharge, le développement des zones d'activité économique dans une logique durable. Je rappelle que nous avons 7 zones d'activité économique qui font travailler des centaines de petits commerces, d'artisans, de professions libérales, 5546 locaux professionnels,
4 868 établissements, 7 500 entreprises. C'est ce qui explique parfois les difficultés de circulation. Car les problèmes de circulation, ce n'est pas le logement, c'est le travail, c'est les mobilités pour le travail. Et c'est cela que nous avons à résoudre et que nous nous efforçons d'appliquer en lien avec le département, parce qu'il y a aussi des routes départementales la plupart du temps. La poursuite de la rénovation de l'éclairage public, par exemple, sur ces zones d'activité économique, la mise aux normes PMR, adaptation pour l'accueil des bus. J'insiste toujours, le président le sait, sur les zones d'activité économique, parce qu'elles ne sont pas uniformes, elles sont variables en fonction des communes, mais elles sont le tissu de toute une petite catégorie d'entreprises ou de grandes surfaces commerciales parfois, mais d'artisans. Et les artisans dans notre département, ce sont ceux qui donnent de l'emploi et qui interviennent dans tous les domaines. Et lorsqu'on va contrer sur la politique du logement, personne ne réfléchit au fait que ça va porter un coup à tout l'artisanat du département. Qui fait les appartements? Qui termine? Sinon les artisans. Donc le béton, ça a du bon pour les artisans par rapport à ceux qui sont déjà convenablement nantis. Sophia Antipolis, j'allais dire, c'est emblématique, bien sûr. Jean-Pierre Mascarelli est le président, qui n'en rate pas une, et qui est porteur de tous les projets, le pôle Alpha. Je fais un peu de lèche pour le président, parce que c'est toujours bien de se faire bien voir. Mais c'est vrai que Jean Leonetti porte Sophia Antipolis avec Jean-Pierre au résultat où il est aujourd'hui. Alors là aussi, comme ça va bien, c'est pas un vrai sujet. Mais les visites ministérielles s'accumulent d'ailleurs. Ça tombe bien parce il y a beaucoup de ministres qui changent, donc ils ne connaissent pas. Donc on peut les réinviter à chaque fois. Ça double le numéro. Et la réhabilitation et la requalification des anciens bâtiments, de nouveaux bâtiments, mais avec toujours cette logique d'espaces verts qui sont naturels pour 90% des réalisations. Alors, ce qui est marquant là, c'est au-delà des 2500 entreprises, des 45 000 emplois, plus de 1000 emplois créés par an. C'est ça le problème de circulation. Mais je le sais, moi, dans une commune où j'ai 50 000 véhicules jour qui passent par là quand ils ne passent pas par l'autoroute. C'est pas d'avoir 50 habitants de plus dans un logement. Vous mettrez à l'entrée d'une habitation, puis vous compterez les voitures qui rentrent et qui sortent. Puis vous irez voir ce que ça donne devant Lidl, Action ou Grand Frais. Voilà. Donc c'est ça la réalité. Mais tant mieux, c'est des inconvénients, mais qui font que c'est un tissu économique qui se renforce et qui donne du travail au lieu de produire du chômage et de l'assistanat. Donc 8500 m² sur le pôle Alpha. La livraison, c'est tout bientôt, début 2026. Et avec une consommation énergétique optimisée, la géothermie qui fait son entrée en force. Là, j'en profite pour le dire aussi sur le site d'Amadeus, où tout le site d'Amadeus que nous avons vu ensemble est désormais en géothermie. Et quand on me disait il y a 20 ans que la géothermie, ça ne pouvait pas se faire dans les Alpes-Maritimes, je suis très heureux de voir qu'en fait, on peut faire de la géothermie aujourd'hui, compte tenu des conditions techniques aussi un peu différentes. On n'est pas obligé de creuser jusque de l'autre côté de la Terre. Ce n'est pas mission impossible, je suis désolé. C'est parfaitement réaliste ce que je dis, et c'est prouvé. La qualité de vie, la solidarité, on a l'occasion d'en parler notamment sous le biais à la fois de la culture, les médiatiques gratuites, franchement. Tout le réseau de médiatique de la CASA qui fait que je prends un endroit, je le reprends à un autre, je peux lire toute la presse, écouter la musique. On peut s'étonner d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de monde qui adhère à nos médiathèques. Il y a des expériences comme ça. À un moment où toute la culture est à disposition, on n'a jamais vu autant d'incultes. C'est quand même une vraie réflexion. Donc il y a les voyants ou les voyeurs culturels, et puis il y a les autres. Donc la politique menée par la CASA, Michel en sait quelque chose, et toutes les communes en bénéficient, enfin nos communes en bénéficient, et on est bien heureux là aussi d'avoir l'intercommunalité pour ces médiathèques. Et tout ce qui est lié
à côté des médiathèques, bien évidemment, les animations qui sont faites aussi. Je n'oublie pas le personnel des médiathèques qui propose bien d'autres choses que simplement de venir consulter des ouvrages. L'insertion, le PLI, la mission locale d'insertion que notre collègue Luciano suit, les missions locales qui font ce travail relativement discrètement a priori, mais qui produit quand même ses effets, qui apportent à des jeunes des solutions au lieu de les laisser sur le carreau. Ça aussi, ça participe au développement durable dans le fait que la main est tendue. La main n'est pas dans les poches. Elle permet à ceux qui veulent s'en sortir eh bien, d'avoir un accompagnement et un soutien. Acteur aussi sur les grands enjeux de société, le thème du harcèlement scolaire est devenu à la mode, hélas, il ne devrait pas l'être, et donc là aussi, la CASA ne tourne pas la tête. Et puis, une politique de sensibilisation pour tous les publics sur le développement durable sous le prisme de l'environnement, les programmes WATI dans les écoles, devenus Ecopousse, Active ta terre, on a fait une délibération il n'y a pas longtemps à ce sujet, beaucoup d'écoles, de centres de loisirs engagés, nos communes également, et des opérations qui sont menées avec la CASA. Là, c'est sympa parce qu'on vous a mis sur le flyer un lâcher de 5 hiboux Petit Duc. Eh bien, c'est chouette. Merci, j'ai fini.